Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous proposer une vidéo dont vous avez choisi le sujet la semaine dernière en sondage. Et donc on va parler des économies du quotidien. Je vous ai réuni une quarantaine d'astuces ou d'habitudes à prendre que moi j'ai intégré à mon quotidien. Donc je vous ai vraiment mis ce que moi j'avais déjà testé, ce qui marchait pour moi et ce que j'avais envie de continuer à faire. Mais avant toute chose, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'inverser ma façon de faire les vidéos. Comme vous le savez, en général, je commence par explorer mon sujet et ensuite à la toute fin, pendant les dernières minutes, j'ouvre mes enveloppes puisque je fais le budget avec des enveloppes budgétaires. Et pas la plupart, non, mais quelques abonnés m'ont dit « Oh, mais ça va trop vite » ou alors « Nous, c'est un sujet qui nous intéresse, mais comme il est à la fin, c'est un peu compliqué, etc. » Donc là, je vais essayer autre chose et puis vous me direz si ça vous plaît dans cet ordre-là. Donc, ce que je vous propose, étant donné qu'on est le 15 ou le 16 février, donc la deuxième semaine de février 2022 est terminée. Je propose qu'on fasse un point sur ce qu'il me reste dans mes enveloppes et on parlera ensuite de ces 40 astuces que j'ai compilées pour vous. Alors, voici là tout de suite mon carnet. Hop, ça, ce sont les pièces et ma calculatrice. Alors, voyons voir. Donc, il faut savoir que on est la mi-février, donc, et pour le moment, mon mari n'a pas encore fait les courses lui-même, ou en tout cas pas avec son budget. Donc, aujourd'hui, on a un budget de 150 € en alimentation pour moi, 150 € de budget dans son enveloppe à lui, ça nous fait 300 € par mois en alimentation pour 3 personnes, donc à peu près 100 € par mois et par personne. Alors là, j'ai fait mes courses, les 3 fois je les ai fait à Leclerc. On a en plus eu pas mal de travaux dans notre Leclerc Drive, etc. Donc il y a vraiment beaucoup plus de choses qui sont arrivées et notamment des fruits et des légumes qui ne viennent de pas très loin, donc c'est plutôt chouette. Là pour le coup, il me reste 0 €. J'ai même dû reporter une petite somme dans une enveloppe où il me restait de l'argent. Donc le 11 février dernier, j'ai fait 27,35 € de courses. J'étais passée de 2,32 € mon budget et j'ai donc reporté dans une enveloppe santé où il me restait un petit peu d'argent, c'est 2,32 €. Les 150 €, je les fais toujours en carte bleue, c'est quand même beaucoup plus pratique par rapport au Drive. Il y a encore un mois, je les faisais en cash. À voir si on continue comme ça. Pour le moment, c'est vrai que c'est très pratique, mais je manipule moins de cash, donc c'est vrai que voilà, là on est le 15, il me reste encore de quoi faire à manger avec les courses que j'ai faites le 11. Je pense que jusqu'à la fin du week-end, je suis à peu près tranquille. Mais voilà, pour le reste du mois, on utilisera le budget de mon mari. On verra ce qu'il en ressort. Ensuite, pour la voiture. Alors, j'ai un budget. Là, on est vraiment séparés à ce niveau-là avec mon mari puisqu'il a sa voiture, il gère son budget voiture et moi, j'ai la mienne. C'est mon plus gros budget mensuel. Il est de 200 € pour le carburant, les parkings et les péages. Je fais quand même pas mal de déplacements. J'ai fait mon dernier plein le 13 février dernier pour 79 €, ce qui est globalement 10 € de plus que ce que je mettais les mois précédents. Donc l'augmentation est vraiment réelle. Je pense que tout le monde l'a constaté et donc il me reste 35,90 € pour finir le mois. Le mois prochain, je vais essayer de faire un mix entre voiture et train, sachant que, étant donné que chez moi, ce sont des trains régionaux, on est vraiment dans un tout petit village, ça coûte quand même très cher. Je vous montrerai mes calculs la prochaine fois pour voir comment je m'en sors. Je préférerais faire que du train pour être honnête, mais des transports en commun vraiment type bus et métro, évidemment il n'y en a pas et les trains sont très très chers, plus chers que d'avoir une voiture. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué malheureusement d'être écolo dans certains villages. Ensuite, pour ma maison, j'avais 20 €, c'est ce qui a trait à tout ce qui va être petite réparation. Là par exemple, j'avais de la couture à faire sur des rideaux, petite réparation, hygiène, produits d'entretien, etc. Donc là j'avais un budget de 20 € et il me reste 8,33 €. J'avais dépensé initialement 20 € mais je me suis fait rembourser 8,33 € parce qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas dans ce que j'avais pris. Donc hop, ticket de caisse et retour à l'envoyeur. La maison, c'est également géré en cash. Donc là, les 8,33 € en fait, ils sont là-dedans puisque c'est principalement de la monnaie. Je vous montrerai ça après. 8,33 €. Ensuite, moi, j'ai une enveloppe Louise. C'est mon enveloppe plaisir à moi, mon shopping, etc. Je ne me suis pas fait follement plaisir pour moi. En fait, je me rends compte que j'ai principalement dû acheter un câble pour iPhone. J'ai fait un don à une association
suite à... En fait, j'ai hébergé un oiseau que j'ai trouvé blessé, un oiseau sauvage. Et du coup, pour remercier l'association qui l'a ensuite prise en charge, j'ai fait un don de 20 €. J'ai envoyé des colis à des amis ou fait des frais à la poste. Bref, il me reste 3,76 € sur mon budget de 40 € qui, là aussi, sont dans mon petit pochon. Le budget de 40 €, le mien en tout cas, il est géré en cash. Ensuite, Lily, donc ça c'est ma fille, c'est son budget et en fait je lui ai mis 140 € et ça, le soutien scolaire du mois de janvier a complètement absorbé tout le budget, donc j'ai absolument rien. Donc effectivement, je lui ferai peut-être plaisir si ça se présente, je lui ferai plutôt plaisir avec ce qui me reste moi dans mon enveloppe évidemment. Donc on est sur 140 € qui là pour le coup sont payés en CB ou en virement. Son soutien scolaire ça se fait sur facture et sur virement. Et j'ai tout donné voilà, au soutien scolaire, donc on est à 140 € ce mois-ci. Par contre, chose que je crois ne pas avoir dit dans les précédentes vidéos, c'est que ce soutien scolaire il est déductible des impôts, donc l'année prochaine toutes les sommes que j'aurai versées, je crois que j'ai 50% de crédit d'impôt qui vont tomber. Donc je vous dirai là aussi ce que ça va donner et c'est un petit peu pour ça que de toute façon je comptais lui prendre du soutien scolaire, mais j'ai pas trop lésiné sur les moyens parce que je préférais prendre une solution où il y avait du crédit d'impôt et surtout une solution qui lui permettait d'être en direct, en vrai, en présentiel avec quelqu'un une fois par semaine pour 1 heure voire 1 heure et demie. Voilà, il y avait des solutions en ligne, mais vraiment elle a besoin d'être accompagnée. Ensuite, pour la santé, j'avais donc un billet de 20 € sur lequel il me reste 78 centimes, principalement pour de la contraception en fait. Et un petit report d'alimentation, comme je vous disais, j'avais 2,32 € qui avait dépassé d'une enveloppe alimentation, de mon enveloppe alimentation. Et enfin, il me reste l'enveloppe sortie et restaurant. C'est une enveloppe sur laquelle j'ai 50 €. Alors attendez, je crois que j'ai laissé mon enveloppe complément de revenu du mois de janvier. Ouais, c'est janvier, j'en ai pas eu en février, donc je la mets de côté. Mon enveloppe sortie et restaurant était de 50 € ce mois-ci. Nous sommes allés... Alors, il y a même des trucs qui ne sont pas sortis restaurant, mais c'est du matériel. J'ai acheté des ciseaux à cranter. Voilà, bon, ça coûte cher. Et il y a même de la pharmacie. Et ouais, en fait, on n'a pas fait beaucoup de sorties resto. On a fait 8,99 € pour se payer une petite pâtisserie un après-midi. Tout le reste, c'est des dépenses en fait que je devais faire et je n'avais plus de budget sur les autres enveloppes. Il me reste donc 13,16 € pour faire sortie, petit restaurant, petit McDo, petites choses comme ça. Voilà. Alors, donc je vais faire mon petit bilan de ce qu'il est censé me rester. C'est là qu'on se rend compte quand même que les choses ont bien augmenté parce que effectivement, rien que quand je mets de l'essence, c'était déjà pas terrible avant, mais là c'est vraiment... Ah mince, qu'est-ce que je fais? Là c'est vraiment impressionnant. Hop. Alors, donc, il reste 13,16 € dans les sorties et restaurants. Il me reste, on avait dit en santé, 78 centimes. Voilà. Il me reste... Sur Lily, il ne me reste plus rien. Chez moi, il me reste 3,76 €. Donc, je tape 3,76 €. Vous ne la voyez pas, mais sur ma calculatrice. Il me reste sur le budget maison 8,33 € et tout le reste est en CB, donc plus 8,33 €. Il me reste donc normalement 26,03 €. Et je vais voir, sachant qu'il y avait des choses qui se divisaient et en fait ma fille m'a demandé de lui faire des billets de 10. Donc normalement j'ai mis 26,06 €. Hop. 2, 4, 5, 6, 0,3. Ah bah ça devait être 0,3. Attendez, je vais vérifier quand même. Ah bah j'ai éteint évidemment. Bon, 0,3, 0,6. En tout cas, il me reste 26 € pour finir le mois avec du cash et 39 € pour remettre du carburant. Donc vous voyez, c'est quand même un petit peu tendu. Je ne dépense pas pour le moment ce que je gagne sur YouTube, déjà parce que ça ne représente pas un salaire en entier, mais au-delà de ça, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, je suis en pleine reconversion professionnelle, je m'apprête à démissionner au 1er mars, donc avec une période de préavis de 3 mois. Je n'aurai pas le chômage, donc pour le moment cet argent-là, je le mets de côté, je fais comme s'il n'existait pas, sauf pour payer certains logiciels dont j'ai besoin, par exemple pour vous envoyer des emails. Bon bah voilà. Mais on aura l'occasion de refaire un point sur mes revenus YouTube quand vraiment je n'aurai plus de salaire à côté, je vous montrerai combien je gagne au mois le mois. Voilà.
Je vous propose donc de démarrer le thème du jour. Hop, hop, hop. C'est parti. Je sens que cette vidéo va être longue, courage à tous. Certains sont adorables et me disent mais ne t'inquiète pas, c'est long, mais c'est intéressant. Alors merci beaucoup parce que je passe un très grand moment à préparer mes vidéos, donc si vous vous en rendez compte, ça me fait très plaisir. Alors, je vais vous dire exclusivement ce que je fais. Je vois qu'il y a des youtubeuses qui sont incroyables. Moi, je suis absolument fan. Il y a une seule youtubeuse vraiment dont je pourrais regarder toutes les vidéos, c'est Mûre et Noisette. Mûre et Noisette, je vais le mettre là, qui elle est beaucoup plus radicale que moi sur plein de choses et notamment sur le chauffage. Elle a fait une super vidéo sur le fait qu'elle ne se chauffait pas l'hiver. Bravo à elle. Moi, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas du tout possible, ni dans la région où je vis, ni avec la maison que j'ai. Mais voilà, j'aimerais tellement en arriver à ça, mais j'en suis loin. Donc, je vais vraiment vous donner des astuces que moi... Wow, tout est tombé, j'ai mis un coup dedans, dis donc. Je vais vraiment vous donner les astuces que moi, en fait, j'utilise. Je vais pas vous mentir là-dessus. Alors, on est reparti avec un trépied cette fois qui ne s'est pas pris un coup. Ça, c'est top. Hop. Alors, au niveau du chauffage, j'ai compilé 7 astuces que j'utilise véritablement. La première, c'est que ma maison est réglée à 19 degrés dans toutes les pièces. Ça, c'est la première chose. J'essaye de ne pas du tout dépasser ce thermostat. Sachez que quand vous enlevez 1 degré de chauffage chez vous, ça représente à peu près 7% d'économie par degré enlevé. Donc sur l'année, ça peut vraiment faire beaucoup. Si vous chauffez à 23, et bien si vous descendez progressivement à 19, vous allez voir, vous allez vraiment faire des économies. Ensuite, il y a une pièce dans laquelle il n'y a pas de chauffage du tout. Il y en avait un, on l'a même fait enlever, on ne l'utilisait de toute façon pas et on ne risque pas de l'utiliser, c'est une volonté. Donc dans la cuisine, pas de chauffage. Pourquoi? Parce que c'est une salle dans laquelle, en général, on est relativement actif. C'est pas une salle dans laquelle je m'assois, c'est une salle dans laquelle je cuisine, je fais du ménage, je vide le lave-vaisselle, etc. Et c'est une salle dans laquelle j'utilise beaucoup le four, et le four fait clairement office de chauffage. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise aussi? Ah oui, on dit souvent qu'il faut débrancher certains appareils. Alors, attention à cette vraie fausse information. On débranche, oui, mais quoi? Il y a des choses, il n'y a aucun risque à les débrancher. Exemple, moi je débranche mon piano, on a un petit piano, je débranche ma bouilloire, pardon, la bouillotte, on en parlera après, ma bouilloire, enfin tous les appareils qui ne nécessitent pas de réglage. Voilà, tout ça, ça se passe très bien, on les débranche, les chargeurs de téléphone, on les débranche. Par contre, ce qu'on ne débranche pas, et vraiment je vous déconseille, si vous avez des télévisions récentes, ne les débranchez pas, parce qu'à chaque fois, en fait, elles ont besoin de faire des mises à jour, et c'est quand elles sont éteintes qu'elles le font. Si vous avez, par exemple, une box, ne la débranchez pas chaque fois que vous partez, en pensant que vous allez faire des économies, parce que je ne vais pas donner très cher de la durée de vie de ces objets. Voilà, donc débrancher, mais vraiment des choses inoffensives et qui effectivement n'ont aucun intérêt à rester accrochées. Donc quand vous avez une prise comme ça qui se balade parce que vous êtes en train de charger votre téléphone, une fois que vous avez fini de charger le téléphone, vous rangez la prise. Voilà. Ensuite, quatrième, je vous le disais, moi j'utilise énormément une bouillotte. Donc on en revient à la température. La nuit, quand j'ai froid, j'ai une très bonne couette, mais personnellement, moi, devant un petit film ou dans mon lit, le meilleur achat de ma vie, c'est clairement une bouillotte. Je mets de l'eau chaude dedans, voilà. Et je veux dire, du coup, j'ai pas besoin de rajouter du chauffage. En général, à la limite, ce que je préfère faire, c'est me rajouter des vêtements ou un plaid. Et ça, pour le coup, je le fais vraiment. Je pars du principe que ça m'arrive aussi à 19 degrés de ne pas ressentir, en fonction de mon humeur, de ma fatigue, et de ne pas ressentir la température de la même façon, eh bien je rajoute des couches et je mets une bouillotte, c'est quand même préférable. Ensuite, pour le chauffage et pour l'électricité, là je vais utiliser, je casse tout aujourd'hui, c'est une catastrophe, fin de journée, bonjour. Hop, ça revient à l'électricité, hein, évidemment. Mais qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, il me reste 2 astuces à vous donner. Les lampes, on les a toutes progressivement remplacées par des LED. Des lampes LED à 60 watts. Alors là aussi, ça peut vraiment faire des économies à la fin de l'année. Dans certaines maisons où il n'y a pas beaucoup d'ampoules, ça vous économisera peut-être 20 € l'année. Dans d'autres, ça peut être beaucoup plus. Surtout si vous, comme moi, vous travaillez à la maison. Enfin voilà, ça fait une vraie différence. Hop, non, j'en étais à 6, pardon. Hop, et la 7e, c'est d'utiliser les modes économiques de vos appareils. Donc moi, je le fais pour le lave-vaisselle et la machine à laver.
J'utilise les modes économiques. Certains modes économiques, selon les appareils, peuvent vraiment vous faire diminuer les factures. Ça peut aller jusqu'à 40% d'électricité utilisée en moins sur, par exemple, une machine à laver. Donc ça vaut le coup. On dit aussi qu'il faut couvrir les casseroles quand vous faites à manger. Ça, honnêtement, je pense que ça marche, mais moi, j'ai pas vu de grosses différences de dingue sur mes factures d'électricité. Ça a même, voilà, dernièrement, c'est même plutôt le contraire, ça augmente. Donc, voilà, j'ai pas vu un écart incroyable. Si vous le faites, vous n'avez rien à perdre. Au pire, ça vous évitera d'utiliser votre hotte. Donc c'est pas perdu. Donc ça, ce sont les premières astuces, toutes celles que j'utilise au quotidien pour économiser sur le chauffage et surtout sur l'électricité. Ensuite, au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau, j'ai pas beaucoup d'astuces à vous donner, donc ce sera la 8e. J'ai optimisé le débit de mes toilettes, de ma chasse d'eau en fait. En mettant, ça je l'avais expliqué dans une autre vidéo, mais en fait j'ai mis du poids dans une ancienne bouteille de lessive. J'ai mis à peu près 1,5 litre d'eau que j'ai mis ensuite dans la cuve de ma chasse d'eau et ça me permet d'avoir moins de débit en règle générale. Erreur que j'ai faite et que je vais pas tarder à payer, c'est-à-dire que je tirais moins la chasse d'eau en fait, notamment quand c'était un petit pipi de la nuit. Attention, on arrive aux conversations très sexy. Hein. Mais voilà, on m'avait dit ouais, t'es pas obligé de tirer la chasse tout le temps, bref. Bon, quand j'avais l'impression que c'était pas très grave, je tirais pas trop la chasse, j'ai réussi à boucher les toilettes avec du papier toilette. Donc ne faites pas mon erreur, en fait, pour faire des économies, à la fin on se retrouve à appeler un dépanneur, je vais bientôt avoir la facture. Aucun intérêt, voilà, aucun intérêt. Ensuite, ce qu'on a fait et qui là pour le coup va nous servir pour des années, on a acheté et installé un récupérateur d'eau. Il y en a, nous on l'a mis dans le jardin, il nous a coûté 50 €, on l'a trouvé sur le Bon Coin. Vous en avez aussi des plus petits, des plus ergonomiques pour par exemple votre terrasse ou votre balcon si vous habitez dans plus petit. Bref, un récupérateur d'eau, moi ça me sert principalement pour mes plantes d'intérieur, arroser mon potager et nettoyer mes sols. Donc vous voyez, c'est de l'eau qui est potable, qui n'est pas gaspillée et au contraire qui est récupérée. Voilà, ça ce sont les économies d'eau que j'arrive à faire. Alors évidemment, il y a tous les trucs de ne laissez pas couler l'eau dans la douche, ne laissez pas couler l'eau quand vous vous lavez les dents, ne laissez pas couler l'eau quand vous faites la vaisselle. Tout ça, je suis tout à fait d'accord, mais c'est du vu et revu. Vous le faites ou vous le faites pas, ça c'est à vous de voir. Je pense que pour la planète, on a quand même pour la plupart tous adopté ces bonnes habitudes. Ensuite, au niveau shopping, donc 10e astuce, je me suis instauré une règle qui s'appelle la règle des 30 jours. Pourquoi est-ce que ça me fait faire des économies? 30 jours, c'est le minimum. J'en avais parlé dans une vidéo qui s'appelle la vidéo de la méthode bisou. Je ne veux plus faire du shopping dans l'immédiateté. Je veux absolument voir si mes achats en valent la peine et avoir le temps de comparer. Donc 30 jours, c'est le délai minimum que je m'accorde entre le moment où j'ai envie d'acheter quelque chose et le moment où effectivement je prends la décision de l'acheter. Pourquoi? Parce que pendant ces 30 jours, il peut se passer pas mal de choses. Des fois, j'oublie que j'avais cet achat à faire, donc il était en fait pas très important. Et bim, c'est une économie. Ensuite, pendant ces 30 jours, je vais vérifier s'il n'y a pas un meilleur prix ou un meilleur modèle. Donc, je vais faire beaucoup de comparaisons. Ensuite, je vais voir si on peut pas, si c'est un vrai besoin ou si c'est juste un désir de tester, auquel cas je vais voir si je peux pas louer ou emprunter. Bref, tout ça fait que les 30 jours me laissent un petit peu de temps et assez souvent, au bout des 30 jours, j'ai plus forcément envie de m'acheter cet objet ou j'ai trouvé une autre solution. Ça ne veut pas dire que je dis non à tous les objets, mais simplement, du coup, ça me donne une façon plus intentionnelle de dépenser mon argent et forcément, ça entraîne des économies. Alors qu'à l'époque où on est tous quasiment tous sur Amazon et qu'on peut se faire livrer en une journée, bah effectivement, une journée versus 30 jours, là, on les sent, les économies. Ça, c'est la première règle que je me suis instaurée pour tout ce qui va être shopping. Ensuite, je privilégie l'occasion. Ce n'est pas tout le temps possible, ce n'est pas tout le temps facile. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas rapide. Mais le plus souvent possible, quand j'ai l'impression d'avoir besoin ou envie de quelque chose, je vérifie s'il existe la version d'occasion. Beaucoup de gens m'ont dit dans ma dernière vidéo, pareil, la méthode bisou, ouais, l'occasion, c'est pas trop mon truc. Pas de problème, je l'accepte. Par contre, je pense qu'on est tous pareils. On a déjà tous dormi dans des hôtels et là, j'ai envie de dire, en fait, sans s'en rendre compte, on mange déjà dans des restaurants où la vaisselle est d'occasion. On dort déjà dans des draps qui sont des draps d'occasion quand on va à l'hôtel. Je pense que c'est juste un frein psychologique parce que finalement, qu'est-ce que ça change de dormir dans un drap qui a été utilisé la veille par un étranger ou d'acheter une petite veste 30 € de moins parce qu'on l'a trouvée sur Vinted? Je pense que ça ne change rien. À mon avis, c'est juste psychologique. C'est certainement pas un jugement de ma part, c'est juste que moi aussi j'ai dû faire ce chemin-là. Pour moi, l'occasion, c'était niette. Et depuis maintenant pas mal de temps, on va dire depuis 2-3 ans, ça fait partie de ma vie.
Et encore plus depuis que j'ai commencé les enveloppes où j'essaie de faire des économies au quotidien. Donc l'occasion, que ce soit sur Vinted, Le Bon Coin ou dans les brocantes, j'essaye de trouver ce qui me convient. Ensuite, j'ai pris l'habitude de demander de l'aide. Quand j'ai besoin d'un objet, je demande d'abord à des amis s'ils l'ont. Je pense par exemple à une robe pour un mariage. J'ai des amis qui font à peu près la même taille que moi. Depuis quelques temps, je me dis c'est quand même trop bête d'acheter une robe que je vais mettre qu'une fois pour un événement, une fois par an, à la limite, voilà, une robe une fois par an. Je vais mettre 100 € dans cette robe parce qu'il faut qu'elle soit très jolie pour un mariage. Est-ce que je peux pas me renseigner autour de moi, savoir si quelqu'un peut me prêter une robe pour une soirée? Et effectivement, ça passe bien. Ça passe très bien aussi pour, par exemple, des jeux de société. On se les échange avec certains amis. Enfin, voilà, les jeux de société, on n'y joue pas tous les jours non plus. C'est valable aussi pour un appareil à fondue. Dernièrement, c'est ce qui s'est passé. La fondue, j'en mange globalement 2 fois par hiver. Et je ne vais jamais en acheter une parce que des fois, c'est encore moins que 2 fois. Donc, pour le coup, j'ai demandé à quelqu'un s'il avait un appareil à fondue autour de moi. Il m'a dit oui, il me l'a prêté. Je lui ai rendu la semaine d'après et tout allait bien. Donc, voilà comment faire des économies. Pas avoir l'impression qu'il faut tout posséder et tout acheter. Moi, en tout cas, ça marche sur moi. Je suis en train de penser que emprunter, ça marche très bien aussi. Moi, je vous le disais dans une autre vidéo, mais j'utilise pas mal ma carte de médiathèque et de ludothèque. Il y a pas mal de jeux, de livres, de DVD, de CD maintenant que j'emprunte. En fait, je ne paye pas 1 centime. Et vraiment, ça a changé ma vie parce que je dépensais beaucoup dans les livres. Donc, j'ai fait une économie incroyable au niveau des bouquins. 13e petite astuce, je suis beaucoup sur la comparaison des prix. J'en parlais dans la règle des 30 jours, mais la comparaison des prix et le fait d'attendre le bon moment, en fait, il y a quand même des occasions qui sont importantes. Je ne dis pas que c'est à ce moment-là qu'il faut surconsommer, mais si on pense au Cyber Monday, au Black Friday, aux soldes, aux ventes privées, voilà, repérez ce que vous avez envie d'acheter et essayez de voir s'il n'y a pas des moments dans l'année qui sont plus propices et où ça vaut le coup d'attendre. Je vois, il y a des choses que j'ai eues pour moins 50%. Quand j'ai voulu m'équiper en petit électroménager ou en vaisselle parce que j'ai attendu des ventes privées ou parce que j'ai entendu des soldes. Donc au final, pourquoi ne pas attendre un petit peu plus et avoir exactement la même chose, de la même marque ou de la même qualité pour 50% de moins. Voilà, donc comparez les prix et attendez le bon moment, ça vaut vraiment le coup et ça vous fait vraiment faire des affaires. Ça, c'était les astuces par rapport au shopping. Je me propose de continuer avec une de mes bêtes noires actuellement et depuis quelques temps, le carburant. Alors, comment économiser du carburant? Là, je me suis posé la question si ça valait le coup pour moi. Je n'en suis pas encore très sûre. Je pense que je fais 1000 ou 1500 km de trop par an. Mais en tout cas, je m'y intéresse fortement. Ce sont les assurances pour les petits rouleurs. Je ne savais même pas que ça existait. Les assurances petits rouleurs, il y a 2 solutions. Par exemple, la Maïf propose une assurance au kilomètre. Et là, pour le coup, si vous faites moins de 8500 km à peu près par an, ça vaut vraiment la peine de vous y intéresser. Et vous avez aussi le Pay per Drive, donc le fait de payer chaque fois que vous conduisez. Alors là, ça demande à installer un petit boîtier dans votre voiture, mais vous ne payez que quand vous conduisez. Donc au lieu d'avoir une dépense comme un gros rouleur, à peut-être, je ne sais pas, 60 € d'assurance par mois, il y a certains mois où vous retrouverez à 20, d'autres à 40, d'autres à 30, d'autres peut-être plus. Mais en tout cas, ce sera vraiment calqué sur votre vraie consommation et je pense qu'en termes d'assurance, quand je dis carburant, c'est évidemment tout ce qui concerne le véhicule, hein, mais en termes d'assurance, déjà, vous allez pouvoir faire une économie substantielle. Ensuite, évidemment, si vous en avez la possibilité, que vous vivez près d'un centre-ville, etc., moi, quand je vivais en ville, dans une grande ville, je privilégiais la marche, le vélo et les transports en commun. Alors très honnêtement, c'est ce qui me manque le plus dans le fait d'être devenue maintenant habitante d'un tout petit village, ne plus avoir par exemple le vélo. Voilà, moi je suis dans un village qui est en altitude, donc quand j'ai besoin de faire des courses en bas, c'est compliqué pour moi de prendre le vélo parce que je vois pas comment je pourrais ramener 12 kilos, puis je suis pas franchement une très bonne cycliste pour pouvoir faire du dénivelé. Les transports en commun, ils sont quasi inexistants, le train est très cher comme je vous le disais. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le covoiturage. Ça, c'est une solution que j'ai quasiment toujours utilisée, notamment quand je faisais des gros déplacements, surtout pour le pro. Maintenant, voilà, je m'interroge encore sur le train, je suis encore en train de faire mes calculs. La marche, j'essaye le plus souvent possible, mais les distances sont évidemment très rallongées quand vous êtes à la campagne. Moi, si je voulais faire certaines de mes courses à pied, par exemple le Leclerc dont je vous parle très souvent, eh bien, il me faudrait 1h30 aller, 1h30 retour en marchant. Donc, il ne faudrait pas non plus que je sois trop chargée. Si vous avez la possibilité de remplacer, par contre, allez-y, go, parce que ça fait tellement de bien. Moi, je sens que je prends des kilos en plus
en étant plus sédentaire. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport au carburant? Oui, faire les courses, alors ça se rajoutera un petit peu à mon système d'astuces pour les courses et l'alimentation. Mais faire les courses le moins possible. Et globalement, grouper vos déplacements. Ah, ça paraît être bête ce que je dis, mais vraiment, ça se prépare. En fait, je me rends compte que pour être pour qu'il y ait moins de charge mentale à ce niveau-là et pour que vous puissiez vraiment faire des économies, il faut préparer, il faut essayer de grouper. Ne sortez pas la voiture juste pour un trajet d'un quart d'heure si vous avez la possibilité de faire autrement. Moi, j'essaye de sortir la voiture entre 1 et 2 fois par semaine maximum. En général, c'est 1 fois par semaine. Et pour certains, je sais que par rapport au fait qu'ils font les courses 1 fois tous les 10 jours, ça a vraiment diminué leur facture de carburant. Ensuite, je suis en train d'apprendre avec mon mari l'éco-conduite. Donc, vous pouvez aller sur Google et vous tapez règles d'éco-conduite ou apprendre l'éco-conduite. C'est une façon de gérer son carburant en roulant à la bonne vitesse, en utilisant la boîte de vitesse de la bonne façon, l'accélérateur, etc. Ça peut paraître un petit peu nul de devoir se reformer à la voiture, mais c'est un truc que vous faites à votre rythme, évidemment. C'est pas payant, vous avez juste à vous renseigner. En tout cas, mon mari, ça a beaucoup fait baisser ses frais, donc je vais clairement essayer de le faire aussi. Si vous êtes quelqu'un qui roulait vite, qui avait une conduite sportive, forcément, ça vous coûte aussi de l'argent en carburant. Donc voilà aussi l'objectif de l'éco-conduite. Et enfin, 18e astuce et dernière astuce concernant le carburant, je suis en train de me renseigner puisque j'ai une voiture qui fonctionne à l'essence. Je suis en train de me renseigner très sérieusement pour faire installer un boîtier à bioéthanol. On en parle beaucoup en ce moment. C'est vrai que c'est un sujet à cause des hausses de carburant qui est en train de monter à fond. J'ai regardé à peu près, j'ai fait faire des devis, j'en ai pour entre 900 et 1100 € de dépenses pour faire installer ce boîtier qui me permettrait de passer au bioéthanol au lieu et je pourrais encore utiliser évidemment mon réservoir d'essence, mais voilà, je pourrais utiliser du bioéthanol. L'économie, globalement, je pense qu'il me faudrait à peu près 1 an et demi ou 2 ans pour revenir sur mon investissement. Par contre, bon voilà, si je le fais, je vous le dirai, je vous ferai une vidéo un peu là-dessus. J'ai l'impression que c'est intéressant. Maintenant, j'espère que ce n'est pas juste un effet de mode. Donc, je vais continuer à me renseigner sur ce sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Si vous l'avez déjà fait, dites-le moi. En tout cas, le bioéthanol, je l'envisage très sérieusement. Ensuite, concernant l'alimentation. Alors, l'alimentation, je vous remettrai un petit lien par là, coucou, parce que j'avais fait une vidéo sur comment on a divisé par 3 notre budget course. Donc, on continue toujours à utiliser les mêmes astuces au quotidien pour pouvoir baisser ce budget. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus et aller plus dans le détail, eh bien, il y a cette vidéo qui existe. Donc, je vais peut-être me réveiller, tout est dit, je crois. Me répéter. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, au moins, vous saurez à peu près en gros ce que j'ai mis en place. Donc, il y a certains aliments que j'achète en gros, notamment dans les épiceries asiatiques. J'achète 10 kg de riz par exemple. Ça peut paraître rien, mais effectivement je fais des très grosses économies puisque c'est quelque chose que je peux stocker déjà et quelque chose également que j'utilise beaucoup. Donc il y a certains aliments comme ça, renseignez-vous pour pouvoir les prendre en gros, les pâtes, etc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réduit? Alors j'ai fortement réduit tout ce qui est alcool, boissons sucrées, jus de fruits, soda, etc. qui n'apportent rien pour la santé, et tout ce qui va être des produits animaux. Donc je mange très peu de viande, principalement pour des raisons éthiques, pour moi en tout cas. Donc très peu de viande et très peu de poisson, j'en mange quand même de temps en temps. On va dire que je suis flexitarienne, du coup je suppose que ça s'appelle comme ça. C'est principalement pour des raisons d'écologie et de souffrance animale, mais force est de constater que ça a clairement fait diminuer le budget course, et en plus ça se remplace très très bien, donc j'utilise d'autant plus de légumineuses et de protéines végétales. Ensuite, qu'est-ce qui a beaucoup fait baisser la facture? Les produits de saison. Évidemment, quand on achète des fraises en plein hiver ou des tomates au mois de février, eh bien ça fait augmenter la note, c'est pas quelque chose qu'on devrait manger. Je vous dis ça, mais moi j'ai été élevée, on n'utilisait pas du tout les produits de saison, c'est quelque chose que je découvre en vieillissant. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien sur la note parce que du coup on peut payer des produits de meilleure qualité chez des producteurs du coin qui coûtent pas très cher, au lieu de prendre des fruits exotiques qui ont été importés, qui du coup coûtent une blinde. Ensuite, qu'est-ce qui a bien marché, mais vraiment très très bien marché pour moi, c'est le batch cooking et le fait de faire des plannings de repas. Batch cooking, c'est quand vous prenez 2 heures ou 3 heures et vous faites tous vos repas de la semaine à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose que je fais le dimanche en général. Et quand je ne le fais pas de toute façon, je fais un planning de repas pour au moins 6 jours.
matin, midi, soir. Surtout midi-soir, en fait, le matin, on mange toujours la même chose. Mais le planning de repas, ça nous a vraiment fait diminuer à fond le budget course et aussi le stress, clairement, par rapport à la gestion des stocks et des aliments. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je fais moins les courses, du coup. Vraiment, j'ai décidé de faire les courses 4 fois par mois, grand maximum. Des fois, j'arrive à tenir sur 3 fois, donc une fois tous les 10 jours à peu près. Et vraiment, ça change tout, puisque je suis beaucoup moins tentée que quand j'y allais tous les 3-4 jours avant, où je faisais des petites recharges. Ah mince, j'ai plus de moutarde, bim, j'y vais. Puis en fait, je reviens avec un gâteau, un autre produit, un repas chez le traiteur, etc. Donc, au niveau des courses, ça, c'est la première salve, on va dire, d'astuces. Mais j'en ai encore d'autres. Qu'est-ce qui fonctionne très bien pour faire baisser le budget course? Alors ça, je continue à le faire tout le temps. Il y a toujours une semaine ou plusieurs jours dans le mois où je fais ce qu'on appelle les fonds de placard. Donc c'est-à-dire que je fais des recettes uniquement avec ce qu'il me reste dans le frigo, le congèle, le sous-sol et l'épicerie. Et au pire, si je retourne faire des courses, c'est vraiment pour acheter 1 ou 2 produits qui me manquent. Mais sinon, tout le reste, c'est du fond de placard. Ça marche très bien, ça rend très créatif et on n'est pas mal nourri, je vous rassure. En général, on a beaucoup plus dans nos placards que ce qu'on pense. Ensuite, quand je fais de la comparaison de prix, ça on le dit très souvent mais je ne le faisais pas avant, je compare au kilo ou au litre. Je ne compare plus juste les prix, je compare vraiment la quantité en face puisqu'au final je m'y retrouve quand même beaucoup mieux et c'est là qu'on voit des fois que d'acheter un tout petit packaging, et bien pour exactement le même produit, si vous prenez la version familiale ou juste la version médium, et bien vous allez payer moins cher. Attention à tout ce qui est packagé pour les célibataires ou pour les grosses familles. Dès qu'il y a vraiment des très gros formats ou des tout petits formats, et bien en général c'est ce qui est le moins avantageux puisqu'ils profitent du fait qu'il y a un argument pour vous vendre ça plus cher. Et enfin, est-ce que j'ai autre chose? Oui, bien sûr, le fait d'amener à manger et à boire au travail. Donc, on va appeler ça les gamelles. Hein. Et ça marche aussi pour le café et le thé. Donc, on a un thermos. Moi, maintenant, je suis en télétravail, donc je me déplace beaucoup moins. Mais néanmoins, mon mari, lui, il mangeait toujours à l'extérieur avec ses collègues. Maintenant, tous les midis, c'est gamelle. Moi, je mange à la maison, donc je mange la même chose que lui, sauf qu'on n'est pas tout le temps ensemble. Je lui prépare un thermos de café pour pas qu'il utilise de machine à café quand il est à l'extérieur de son magasin. Enfin bref, on s'arrange. Et ça fait des très grosses économies, notamment si vous avez des tickets restaurants. Alors là, c'est bingo, parce que vous allez pouvoir faire une partie de vos courses en tickets restaurant et économiser encore plus sur votre budget course. Voilà, alors ça, les gamelles, des fois, on n'a pas envie, mais je vous jure, même des pâtes au beurre, faites-le, parce que en fait, le repas au travail passe très vite et surtout, il peut coûter très cher. Maintenant, une salade à l'extérieur, ça peut coûter 10 €. Ensuite, comment j'économise également au quotidien sur mes frais bancaires? Alors, première chose, je n'ai pas hésité l'année dernière, notamment, à parler à mon conseiller, enfin c'était une conseillère, donc je vais mettre ma conseillère, pour ma CB. Je lui ai demandé une carte moins chère, avec moins d'avantages, pour vraiment faire baisser le coût mensuel. Donc c'est ce qu'on avait réussi à faire. J'étais passée de 13 € à 8 €, donc ça fait quand même presque 60 € par an d'économie. Ça, c'est la première chose. Si vous tenez à rester dans votre banque ou que vous n'avez pas le choix, il faut absolument baisser vos avantages. Peut-être que vous avez un découvert qui est trop important, vous pouvez le faire baisser et du coup gagner mensuellement de l'argent. Ensuite, moi, j'ai fini par laisser tomber les banques traditionnelles, en tout cas pour mon compte courant, et j'ai ouvert un compte chez Boursorama. Je pense que c'est valable dans toutes les banques en ligne. Je ne suis pas en train de vous faire la pub de Boursorama. Je veux juste vous dire que j'ai carrément économisé sur mes frais bancaires puisque je suis à 0 € par mois. Par contre, j'ai attendu vraiment d'être sûre de ne plus être à découvert tous les mois, d'avoir un fonds d'urgence suffisant. J'ai fait ça au mois de novembre ou au mois de décembre. Avant cela, je n'étais pas capable de gérer un compte sans avoir un découvert autorisé, découvert que je dépassais en plus avant. Maintenant que j'en suis capable, ok, je suis à 0 € par mois, mais c'est vrai que ça demande encore plus de rigueur. D'autant plus, ils m'ont aidé en plus à déménager mes comptes. J'avais donc tous mes RIB, mes prélèvements, etc. qui étaient à la caisse d'épargne. Et ils ont utilisé un service gratuit qui s'appelle EasyMove et c'est eux qui ont fait tout le transfert de mes prélèvements, etc., de mes paiements de la caisse d'épargne sur mon compte Boursorama. Ensuite, il y a, et notamment dans les comptes en ligne, si demain vous voulez ouvrir un compte en ligne à 0 € par mois, eh bien faites-vous parrainer. Pensez d'abord à regarder s'il y a des offres parrainage. Par exemple, Boursorama, en règle générale, quand vous ouvrez un compte tout seul, c'est 80 €. Si vous faites parrainer, ça peut monter à 100, 110, 120, 130 € au moment où vous ouvrez votre compte. Donc,
Et bien mine de rien, voilà, faites super gaffe à ça, parce que c'est quand même génial de pouvoir gagner un jour comme ça 130 € parce qu'on a été parrainé et au final on aurait fait la même chose sans ce parrainage, donc c'est pas de l'argent perdu. Ensuite, attention, alors ça c'est pas une astuce, faites attention aux cartes à débit différé. On croit qu'on fait des économies, il faut vraiment très bien gérer, c'est une gymnastique, moi qui m'a perdue pendant, je ne saurais plus vous dire, je crois que ça a duré 6 mois. 6 mois, j'ai vraiment réussi à creuser un découvert il y a quelques années à cause d'une carte à débit différé. Vraiment, attention aussi à tout ce qui s'appelle les réserves disponibles, qui sont en fait des crédits déguisés. Votre banque vous dit que vous avez droit à 3 000 €, un tout petit taux, etc. En fait, tous les mois, vous pouvez retaper dedans. Enfin bref, on passe de 3 000 € et en fait, à la fin, on en a dépensé 6 000. Donc, j'ai tout arrêté. Tout ce qui est réserve dispo, ça aussi, c'est payant. Réserve disponible, carte à débit différé. Moi, personnellement, c'est un conseil que je vous donne si vous avez du mal à gérer. Après, si vous n'avez pas le choix, c'est encore autre chose. Moi, je sais que maintenant, je les fuis vraiment comme la peste. Hop, donc tout ça pour faire des économies au niveau bancaire. Ensuite, comment faire des économies au niveau des loisirs? C'est mon avant-dernière thématique. Au niveau des loisirs, et bien on en est déjà à la 30e astuce. Alors, les loisirs gratuits. J'ai découvert ça surtout à la campagne. En fait, quand on est en ville, il n'y a quasiment rien de gratuit, puisque tout ce que vous avez autour de nous est fait pour, au contraire, nous attirer vers le payant. A contrario, à la campagne, ben voilà, allez passer une journée en forêt, vous allez voir que tout est gratuit sur place et qu'il faut être très créatif. Vous allez pouvoir faire du vélo, de la randonnée, de la cueillette. J'ai emmené l'été dernier ma belle-sœur faire dans la montagne, on est allé faire une randonnée. Ça nous a pris 3 heures, on a ramassé des myrtilles fraîches, c'était merveilleux. On est redescendu, on s'est fait une tarte aux fruits rouges, c'était incroyable. Voilà, tout ça, à la fin de la journée, on était épuisés, mais on avait vu des décors somptueux et tout ce qu'on avait fait était gratuit. Donc attention, il existe plein de loisirs gratuits. Vous pouvez aussi aller voir dans votre commune, des fois il y a des expositions, il y a des ateliers gratuits en bibliothèque, bref, il y a plein de choses, sauf qu'on s'intéresse qu'aux payants. En tout cas, la gratuité, ça existe, ça j'en suis sûre. Ensuite, moi ce que j'ai arrêté de faire, c'est de payer un abonnement de gym parce que je ne l'utilisais pas assez. Clairement, j'étais pas rentable là-dessus, je ne suis pas très sportive et en général, voilà, je trouvais toujours une bonne excuse. Mais une salle de sport, c'est 50 € par mois. Un abonnement, par exemple de yoga, ça peut être 400 ou 500 € par an. Pourquoi pas si vous y allez vraiment une à plusieurs fois par semaine. Sinon, c'est des choses que vous pouvez arrêter à mon avis. On a des tas de façons de faire du sport gratuitement ou en tout cas à des prix beaucoup plus intéressants si vous êtes des occasionnels. Je pense notamment à des chaînes YouTube ou à des applications comme Asana. Mais voilà, moi la salle à 50 €, si je ne suis pas capable d'y aller plus de 2 fois par semaine ou même juste une fois par semaine, personnellement, je sais que c'est de l'argent que je jette par les fenêtres. Ensuite, 32e astuce, j'ai décidé de ne choisir plus qu'une seule plateforme de streaming pour regarder des séries. À une époque, j'avais Netflix, Amazon Prime, Disney. Désormais, je n'ai plus que Disney+. C'est un choix que j'ai fait par rapport à ma fille. Moi, je regarde de moins en moins de séries, mais je vous invite à faire la même chose. Maintenant, la plupart des plateformes de streaming sont vraiment remplies. Les catalogues, il y a autant de documentaires que de films, que de séries, que de dessins animés. Faites un choix, ça ne sert à rien de dépenser 50, 60, 70 € dans du streaming, Canal+, et compagnie, et d'avoir 1 milliard de choses à regarder, parce qu'à la fin du mois ou de l'année, même, ça peut vous coûter très cher. Ensuite, ah oui, d'ailleurs, j'ai Disney+, et je passe par Split, donc je ne le paye même pas en entier. Split avec 3 i, je paye 2,71 € par mois au lieu de 8 ou 9 €, je crois. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai appris, on apprend à faire des choses soi-même. Ça peut faire des sacrées économies. Nos grands-mères et nos mamans le savaient, je pense. Je sais pas, par exemple, que ce soit apprendre à recoudre un bouton, que ce soit apprendre à se faire son propre soin du visage ou sa manucure et s'amuser à le faire avec sa fille ou ses enfants. Voilà, il y a des choses qu'on peut apprendre à faire soi-même à la maison quand on n'a pas les moyens et même quand on a les moyens. Si on veut au contraire dépenser cet argent pour des choses qui nous paraissent moins futile. Après, si on adore ça, pourquoi pas, mais si on a l'impression qu'on dépense pour rien, il y a d'autres façons. Et si vous avez besoin aussi d'épargner, eh bien vraiment, apprenez à faire des choses. Voilà, moi j'essaye tout ce qui va être
Les cosmétiques, j'essaye de les faire moi-même, j'essaye d'apprendre à coudre progressivement, mais j'ai déjà réparé plusieurs vêtements comme ça. J'espère un jour pouvoir en créer aussi, mais tout ça, c'est des petites économies qui finalement s'ajoutent, et en plus, c'est quand même toujours génial de pouvoir développer un petit peu ses compétences. Ensuite, hop, 34e astuce, la data de votre téléphone peut être diminuée. Alors, je vous donne un exemple. J'étais chez Red de SFR avant, Red by SFR, je crois. J'avais un forfait de 200 Go ou 100 Go, je ne sais plus, 200 Go, pardon. Je payais 17 € par mois à un moment donné. Red by SFR, si je passais à 5 Go par mois, j'étais à 5 €. Donc, la data, c'est ce qui vous permet d'aller sur Internet quand vous n'êtes pas près de votre boîtier Wi-Fi. On vous donne plein de gigas, peut-être que vous vous en servez, que vous regardez plein de vidéos YouTube à l'extérieur de chez vous. Si ce n'est pas le cas, regardez votre consommation au mois le mois et vous pouvez vraiment faire des économies de plus de 150 € par an par rapport à ça. Si vous ne savez pas comment vous débrouiller dans cette jungle, eh bien vous avez, j'en parle souvent, mais le service Origami qui a fait changer de forfait mobile à beaucoup d'entre vous. C'est tout à fait gratuit, vous allez sur le site Origami avec le lien que j'ai mis en barre d'infos et voilà, vous choisissez un forfait de téléphone qui vous coûte moins cher. Moi j'ai eu droit, grâce à Origami, à un forfait d'1,99 € par mois pendant un an qui va se transformer à 5,99 € après la période de promotion passée. Voilà, alors ensuite, je continue sur les loisirs et par loisirs, j'entends aussi évidemment les vacances. Alors, comment économiser sur ces vacances? Je pense que je ferai une vidéo entière là-dessus, mais là je vais vous donner la première astuce. Voilà ce qu'on fait avec mon mari depuis quelques temps. On part moins loin et clairement la crise a aidé, franchement, parce qu'avant on aimait se faire des très grands voyages, mais après on ne pouvait plus. Donc partez moins loin si possible. Continuez à faire vos plannings de recettes si vous en avez envie. Nous, je sais qu'on prend toujours des endroits où on peut quand même continuer à se faire à manger. Donc les repas. C'est très important de pouvoir continuer si on a un budget très limité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire aussi... attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc, partez moins loin, préparez vos repas. Ça, c'est la chose. Astuce 35. Astuce 36. Oula, mais en fait, non, je me mélange. Il y a bien plus d'astuces que ça. Tant pis, on reste à 40. Vous pouvez faire des échanges de maisons. Ça, j'y pense, mais j'ai pas encore osé, franchement. Des échanges de maisons sur des sites comme Home Exchange. Supposons que vous habitez un petit appartement au centre-ville de Lille, c'est très mignon, c'est très joli, c'est recherché par certains touristes. Eh bien, sachez que vous pouvez échanger cet appartement contre une maison dans le sud. Enfin, c'est des choses qui se font en fait. C'est pas question de la grandeur ou du prestige de votre maison. C'est vraiment souvent question d'endroit, donc de location. L'échange de maison, c'est complètement gratuit, vous avez juste une assurance à payer sur le site, mais il y a des personnes qui font ça vraiment, c'est un mode de vie, un mode de vacances, et qui vont tous les ans partir aux États-Unis, au Maroc, en Finlande, en échangeant la maison avec des gens locaux. Voilà, leur maison avec des gens locaux. Ensuite, au-delà de la maison, vous avez la possibilité aussi de surveiller les billets d'avion ou de train en ligne en mettant des alertes. Notamment si vous êtes un petit peu flexible au niveau des départs, même si c'est pendant les vacances scolaires, mettez des alertes pour voir quel jour est le meilleur. Souvent on se dit que le samedi c'est mieux, non c'est mieux peut-être pour l'organisation, mais pour les prix c'est la cata. Donc moi en tout cas pour les trains ou SNCF, non avion. Pour l'avion j'utilise Skyscanner qui est complètement gratuit, qui est un comparateur de tarifs d'avion. N'utilisez pas, voilà, il y a certains services qui sont très décriés, type Opodo, à vous de voir. Moi, je sais que Skyscanner, j'en suis très contente. Et on a fait, il y a 3 ans, on a fait un voyage aux États-Unis, on a payé notre billet moins de 500 € aller-retour. Donc ça en vaut vraiment la peine. Ensuite, 38e astuce. Ah oui, le système des enveloppes. Maintenez-le, quitte à le modifier un petit peu, mais maintenez-le pendant vos vacances. Moi, ce que j'ai prévu de faire là pour les prochaines vacances, c'est de faire une enveloppe loisir pour chaque membre de la famille. C'est-à-dire qu'on va se décider à l'avance, je sais pas, je dis une connerie, 50 € par personne. On est 3, 150 € dans les loisirs. Et chacun se les répartit en cash et chacun se débrouille s'il veut s'acheter des choses perso et on n'est pas là à dépenser sans compter. Donc du cash pour les loisirs pendant les vacances. Une enveloppe pour les courses en cash
et une enveloppe de sortie resto potentiellement plus importante, notamment parce que quand on est en vacances, on a envie de se faire plaisir. Donc une enveloppe pour les sorties et les restaurants plus importante, mais là aussi en cash. Donc je pense que maintenir le système des enveloppes en cash, ça peut vraiment, vraiment être valable en vacances et faire diminuer de façon importante le budget. Et enfin, dernière catégorie, la catégorie de l'argent en général, comment faire des économies. Donc, 38e ou 39e astuce, je ne sais plus trop où j'en suis, mais en tout cas, on va retomber sur nos pattes. Évidemment, je le redis parce que ça fait un bon lien, depuis que je suis passée en gestion avec des enveloppes budgétaires, ça a tout changé dans ma vie. Manipuler du cash, si vous voyez que vous n'arrivez pas à gérer votre carte bleue, ça peut vous faire peur au début, mais ça vaut vraiment la peine. Je suis sortie du découvert grâce à ça. Je fais des économies et des provisions grâce à ça. Moi, j'adore et a priori, tous les gens qui me parlent en commentaire et qui ont essayé récemment ou depuis un moment me disent « mais ma grand-mère faisait ça, je m'y suis mis aussi, ça marche super bien ». Donc bref, faites des économies en essayant la méthode des enveloppes, vous n'avez rien à perdre. Vraiment, si vous n'aimez pas, revenez autrement et si vous avez trop peur du cash, essayez de faire des enveloppes en virtuel, c'est-à-dire de gérer quand même votre budget par catégorie. Ensuite, ne tombez pas dans le piège des fêtes commerciales. Je le vois là avec la Saint-Valentin, qui vient à peine de se terminer, je crois, c'était hier ou avant-hier. La Saint-Valentin cette année, avec l'inflation, ça a été une catastrophe sur le prix des fleurs, des chocolats, des bijoux. Est-ce que pour autant, on ne doit pas fêter la Saint-Valentin? C'est pas le sujet, mais comment faire des économies sur ce genre de prestations en fait que vous pouvez décaler dans l'année, ou vous pouvez simplement faire un petit gâteau sympa à votre amoureux, votre amoureuse, ou préparer, je sais pas, une soirée dîner aux chandelles mais à la maison. Bref, attention aux fêtes commerciales qui vont faire grimper les prix et avec l'inflation vraiment on va le sentir. Ne tombez pas forcément dans le piège non plus de voilà, quand on aime quelqu'un, on est obligé de lui acheter quelque chose d'hyper cher, c'est pas vrai. Plus le temps passe et plus on a envie aussi de collectionner des expériences et des beaux moments. Donc voilà, achetez-vous des souvenirs, j'ai envie de dire. Et enfin, ne succombez pas au piège du marketing. Je pense notamment à deux secteurs, le ménage et les cosmétiques. Je parlais un petit peu des cosmétiques tout à l'heure. Attention au piège. On vous vend de plus en plus, notamment pour le ménage, avec tous ces TikTokers, TikTokeuses du ménage qui vous vendent des petites pastilles qu'on va mettre après dans un beau récipient. C'est très joli, ça sent très bon, c'est magnifique, c'est beau dans la salle de bain. Oui, pas de problème, ok. Les cosmétiques, pareil, on est là, on peut s'acheter des crèmes des fois à 200 €. Acide hyaluronique et compagnie, oui, très très bien. Mais en fait, c'est pas obligé. Concrètement, moi, ça fait maintenant 1 an que je fais mon ménage et mes cosmétiques quasiment avec les mêmes, toujours avec les mêmes ingrédients. Ceux qui reviennent le plus souvent, c'est le savon noir, le vin blanc, le bicarbonate. Pour les cosmétiques, j'utilise de l'huile essentielle, des huiles type jojoba, ricin, voilà, des petites choses comme ça qui vont me durer. Je vais pouvoir faire des mélanges, de l'aloe vera, bref. Je dois avoir en tout et pour tout, je ne sais pas si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser, je pense que je dois avoir en tout et pour tout une dizaine de produits chez moi. Une fois que je les ai mélangés, ça me fait mon produit pour le sol, ça me fait mon produit pour les surfaces, mon produit pour nettoyer mes toilettes, mon produit pour nettoyer mon frigo, etc. Et pour les cosmétiques, pareil. Parmi ces 10 produits, il y en a certains qui me servent à me faire mes gommages, qui me servent à me faire des soins pour les ongles, les dents, etc. Donc on tombe dans le piège du marketing, on nous vend des trucs qui ne devraient pas coûter si cher, qui en plus très souvent sont très toxiques. Dans le ménage, plus ça sent bon, plus il y a des produits chimiques et notamment des perturbateurs endocriniens, je préfère le dire. C'est dommage parce que moi, par exemple, pour les lessives, j'adore les odeurs chimiques de lessive. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, force est de constater que c'est pas bon pour la santé, quoi. Et qu'en plus, ça coûte d'autant plus cher. Voilà mes astuces. Eh bien, on est arrivé à 40. J'espère que cette vidéo n'a pas été là encore trop longue. C'est toujours mon souci à moi. En tout cas, c'est mon inquiétude. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Dites-moi en commentaire s'il y a des astuces que je n'ai pas mis, que vous utilisez. Dites-moi s'il y en a certaines que j'utilise et que vous utilisez aussi et qui fonctionnent. Et puis, écoutez, comme d'habitude, on reste en contact. Je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vos petits sous et prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!